émission, vous le savez, est tournée vers la solidarité. Et aujourd'hui, on vous propose un coup de projecteur sur une initiative qui fait ses preuves. Elle donne sa chance aux jeunes qui n'ont ni formation ni diplôme et de quoi leur redonner la fibre. Florian Dubois, donc redonner la fibre à ces jeunes qui souvent sont déscolarisés. De quel métier on parle exactement ? Eh bien, on parle de beaucoup de métiers, mais essentiellement celui de technicien fibre optique. C'est toutes les personnes que vous voyez sur le bord de la route dans une camionnette qui travaillent sur des câbles optiques, qui connectent des boîtes de raccordement, qui font des tests optiques. On les voit généralement, on ne sait pas ce qu'ils font. On imagine. On voit des barrières, des trous sur le trottoir. On voit des barrières, on n'a pas forcément une idée de ce qu'ils font parce que c'est des métiers nouveaux qui ont vraiment émergé il y a une dizaine d'années. À l'époque, quand vous vouliez rentrer dans ce milieu, comment ça se faisait ? C'est quelqu'un qui passait sur le bord de la route qui demandait au technicien qu'est-ce que tu fais ? Et il lui dit je suis en train de souder une fibre, tu cherches un boulot, regarde ce que je vais faire et puis tu vas reproduire le geste. C'est des métiers tout à fait nouveaux. Ils se sont structurés petit à petit avec des écoles de formation, avec des contenus pédagogiques spécifiques, mais on est vraiment dans des secteurs d'activité en émergence et pour lequel il y aura des futurs possibles très importants. Oui, parce qu'il y a un objectif quand même important, c'est celui de relier par la fibre tous les foyers de France. Fibrer 30 millions de foyers, pour faire simple, c'est plus de 20 milliards d'euros d'investissement, c'est le plus gros chantier d'infrastructure de la décennie. C'est plus de 20 qui est à court terme sur l'accordement de. On a fixé un objectif de 2022 pour accorder 80% de la France. Ça va déborder jusqu'en 2025 et derrière il y aura plein de petits qui viendront de ces métiers-là. Fondamentalement, c'est une source d'emploi qui est pas inextinguible, mais en tout cas qui est très important et surtout qui n'est pas délocalisable. Ça doit se faire en local. Alors, deux gros besoins, un secteur ultra dynamique et à côté un constat alarmant sur les jeunes et leur formation. Alors, un autre point que je veux préciser, mais qui est très important, c'est qu'on a tous un téléphone portable, on utilise tous des applications, mais on n'a strictement aucune idée de ce qui se passe derrière. Et donc, le constat, c'est que autant les jeunes que les prescripteurs et l'ensemble des acteurs de la formation ou de l'insertion sont incapables de parler de ces métiers puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière son téléphone portable. Et donc, la réalité, c'est qu'on n'en parle jamais. Et en face de ça, effectivement, un constat qui est assez alarmant, qui est qu'aujourd'hui, on a 100 000 jeunes qui, tous les ans, quittent le système éducatif français sans diplôme. Alors, effectivement, les conséquences pour les 18-25 ans, c'est quoi ? C'est pas de diplôme, pas de savoir-être, pas de savoir-faire. On n'a jamais travaillé, donc on n'accède pas à Pôle emploi. Et évidemment, comme on n'a pas 25 ans, on n'accède pas au RSA. Et il faut le savoir parce qu'on ne l'imagine pas. Le seuil de pauvreté, il y a aujourd'hui, en fixant le seuil de pauvreté de l'INSEE, vous avez 9% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté en France. Il faut savoir que sur 10 personnes en dessous du seuil de pauvreté, donc vous avez une personne de plus de 60 ans, mais vous en avez 4 entre 18 et 25 ans. Donc c'est une catégorie de population qui est très précaire, qui a été multipliée par 4 depuis 1975. Avant, en 1975, sans diplôme, sans expérience, les jeunes allaient faire un métier manuel et puis trouver leur place dans la vie. Et aujourd'hui, face à la suprématie du diplôme et avec un système scolaire quand même assez élitiste, beaucoup se retrouvent en marge de ce système exclusif et viennent grossir les rangs de ces jeunes sans beaucoup d'espoir et on les trouve majoritairement. Et vous avez décidé du coup d'ouvrir des écoles spécifiques pour ces jeunes. Quel est un peu le principe de ces écoles des plombiers du numérique ? Alors le premier principe, c'est de dire qu'on accepte tout le monde si les gens sont motivés. Donc, si le savoir-être n'est pas là, si le savoir-faire n'est pas là, il faut le permis de conduire, mais s'ils ne l'ont pas, on les prend quand même. Et l'idée, c'est que dans le cadre d'un cursus court, qui dure que 4 mois, on fasse de la remise à niveau, validation du projet professionnel, c'est quoi les codes de l'entreprise, comment il faut te comporter, il faut arriver à l'heure. Ça, c'est la première partie du projet. La deuxième partie, c'est l'apprentissage du geste, puisqu'on est sur un geste manuel. Il faut savoir souder, il faut savoir faire des tests de réflectométrie, il faut savoir travailler le câble. Et puis la troisième partie, la plus importante, c'est l'entreprise. C'est parce que c'est dans le stage, c'est d'être en immersion dans le cadre d'un stage que le jeune va vraiment découvrir qu'il y a une opportunité pour lui. Donc vous acceptez tout le monde, mais il y a une sélection. Il y a quand même des profils qui doivent être motivés, qui doivent
dans certains critères. Oui, parce que si le jeune n'est pas motivé, de toute manière, vous en ferez rien. Donc le point de base, c'est de dire il faut être motivé. Mais vous pouvez avoir énormément de freins périphériques qui font que de toute manière, vous ne seriez pas pris dans le système actuel. Le jeune peut avoir une chance de venir avec nous. Et je précise quand même un point parce que c'est fondamental. Je ne fais pas tout ça dans mon coin. Ce serait totalement impossible. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des entreprises. Il faut que les entreprises soient bienveillantes. Et c'est vrai que dès le début, ce projet n'aurait pas été possible si, par exemple, j'avais pas eu la fédération Infranum qui représente tous les industriels du déploiement de la fibre pour me soutenir. Si je travaillais pas avec qui vous avec les gros acteurs, stage, ne serait-ce que pour qu'ils viennent en entreprise et fassent leur preuve. Et puis ensuite qu'ils fassent l'effort de recruter ces jeunes, le temps qu'ils arrivent à monter en compétence. Aujourd'hui, vous êtes à 10 écoles en France. Les images qu'on a vues, c'était l'école du Var. À Toulon, oui. À Toulon, et là, vous en ouvrez une à Nantes. Alors, effectivement, c'est tout frais puisque le dispositif a été monté il y a 18 mois. Donc, effectivement, on ne s'attendait pas à une demande aussi importante sur ce segment d'activité-là. Nantes, la Loire-Atlantique est un endroit incroyable, d'une dynamique exceptionnelle, des besoins importants en termes de recrutement chez les gros industriels. Et puis, à côté de ça, j'ai trouvé énormément de bienveillance chez beaucoup d'acteurs. Je suis pas opérateur, c'est-à-dire que nous, on va voir les meilleurs de chaque département et on travaille avec eux pour monter le projet. Et donc, quand on en a parlé à l'école de la deuxième chance, dont le cœur d'activité est justement d'aider les jeunes 18-25 ans, ils ont été extrêmement motivés de dire, nous, on prend tous les jeunes pour la remise à niveau. Ensuite, le CFA, donc le Centre de formation des apprentis du BTP de Saint-Herblain, nous a dit, nous, on connaît rien à la fibre, mais on aime bien cette initiative et cette approche insertion, donc on va porter le dispositif. Donc vous n'avez pas la structure en dur, vous venez proposer vos formations dans différents organismes. Exactement, mais alors on monte le dispositif. Des projets avec on va dire les opérateurs qui sont là, enfin les avec gens qui les sont acteurs là. les acteurs de l'insertion, les acteurs pédagogiques et puis aussi les industriels. Donc on a un sous-traitant comme on indique de rang 2 qui s'appelle LCF Réseau qui nous dit moi je veux faire de l'insertion, je vais vous aider, je vais prendre les jeunes en stage, je vais les former. Donc c'est tous ces acteurs qui se réunissent autour d'un projet pour justement accueillir un premier groupe à la rentrée de septembre. En fait, vous êtes un agitateur. Vous venez, vous tapez à toutes les portes et vous dites bon, moi j'ai une idée, il faut qu'on fasse une école pour ces jeunes et puis vous organisez le reste, c'est ça? J'essaye de faire en sorte que il ne soit pas inéluctable que les jeunes restent sur le carreau. Alors, il y a ce projet, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Comment vous en êtes arrivé là? Parce que vous avez dit tout à l'heure, moi, j'ai beaucoup voyagé, etc. Vous avez été entrepreneur, vous avez vendu et vous avez créé une fondation, Impala Avenir, en quelques mots. Oui, alors, effectivement, alors, j'ai créé une entreprise dans les infrastructures télécom. Voilà, c'est quand même qu'il y a un lien. Voilà. Il a été boulanger, il s'est passé à la fibre. Boulanger, puis je me suis intéressé à la fibre. Donc, effectivement, elle a été créée en 2003. On a eu l'opportunité de la revendre en 2014. On l'a bien revendue et donc on a profité avec mon épouse de la cession pour créer une fondation. Cette fondation qui s'appelle Impala Avenir et dont l'objectif, c'est de financer des projets d'autonomisation des plus démunis. Et pour nous, l'autonomie, ça passe par le travail. Donc, c'est beaucoup de petits projets qu'on finance essentiellement en Afrique. C'était notre cœur surtout dans les pays j'allais dire orphelins de l'aide internationale, et il y en a beaucoup. Donc souvent de petites initiatives. Et puis, on s'est rendu compte en regardant autour de nous que 1 500 000 jeunes sur le carreau, on avait la possibilité, je ne veux pas dire de par notre créativité, mais c'est vrai que le concept qu'on a mis en place ne rentre pas dans les cubes du système, quoi. Il n'y a pas une case à cocher pour ces jeunes-là, pour ces publics. Donc trouver les financements, trouver les partenaires. Bravo à vous. On essaye de l'inventer. En tout cas, ça commence à prendre forme. Ils sont formés en combien de temps, ces plombiers du numérique? Alors, notre objectif, c'est d'améliorer leur employabilité. Et donc, on fait ça sur une période de 4 mois. D'accord. Ah oui, comment est-ce que vous les trouvez? Comment est-ce que vous arrivez à leur faire savoir, à leur faire connaître, puisque s'ils sont déscolarisés, un peu sortis du système, comment est-ce que vous arrivez à les toucher? Alors ça, c'est effectivement la bonne question, parce qu'aujourd'hui, la grosse difficulté de tous les acteurs de l'insertion, c'est qu'ils n'arrivent pas à identifier ce qu'on appelle les vins invisibles, c'est-à-dire que sur 100 000 jeunes qui sortent du système éducatif, 50 000 disparaissent des radars de l'État. Nous, notre approche, en fait, elle est inverse. C'est de dire plutôt que d'aller chercher des invisibles qu'on va jamais trouver, on essaie de les faire venir à nous. Donc, on a créé le concept des plombiers du numérique. On a un logo qui reprend les couleurs d'Instagram et qui est plutôt bien foutu. On parle de numérique. On va parler
on va essayer de faire rêver les jeunes. Voilà. Et Et c'est comme ça que le bouche à oreille fonctionne et qu'on arrive à avoir, lors de nos informations collectives, un nombre important de jeunes qui s'intéressent au sujet. J'espère qu'on va y contribuer à ce bouche à oreille avec cette parole sur le plateau dans cette émission. En tout cas, merci d'être venu l'apporter. Donc voilà, lesplombiersdunumérique.org si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette initiative. Je vous propose également 2 offres d'emploi à pourvoir.